Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, chaque semaine dans ce podcast, nous parlons de Trump. Mais de temps en temps, et il faut bien le dire presque par acquis de conscience, on évoque aussi les démocrates. Alors c'est surtout pour souligner leurs faiblesses et l'état de sidération dans lequel la réélection de Trump, il y a maintenant quand même 7 mois, les a précipités. Or, vous m'avez annoncé aujourd'hui vouloir parler à nouveau des démocrates. Qu'est-ce que je dois comprendre, Laurence ? Est-ce qu'il y aurait du nouveau ? On est à 18 mois des élections de mi-mandat et est-ce qu'il faut comprendre que le Parti démocrate se réveille enfin et va proposer une alternative aux électeurs américains ? En effet, on voit quelques initiatives du côté des démocrates et donc il faut en parler. Mais bon, on va commencer par un état des lieux qui reste plutôt négatif. On va commencer par un sondage mené par NBC News récemment et qui révèle que seuls 27% des Américains ont une opinion favorable du Parti démocrate. C'est leur score le plus bas depuis 1990. Et puis, il y a quelques jours, le 20 mai, il y a eu ce livre choc sur Joe Biden, Original Sin, écrit par Jack Tapper, qui a révélé l'état de santé de Biden désastreux toutes ces dernières années et surtout les efforts concertés de son entourage pour dissimuler cet état de fait. Oui, enfin, c'est pas sans précédent. On peut penser à Tito en Yougoslavie, on peut penser bien entendu à Bouteflika en Algérie, et on peut même penser aux États-Unis, au début du XXe siècle, à la présidence Wilson qui s'est achevée avec un président impotent et une femme du président qui en réalité régnait sur la Maison-Blanche. Oui, et d'ailleurs, le livre de Jack Tapper évoque la personne de Jill Biden, donc la femme de Joe, en termes assez négatifs également. Mais le point le plus important dans le désamour pour le Parti démocrate, c'est qu'il est perçu comme le parti des élites diplômées, totalement déconnecté des réalités populaires. Et c'est pour ça, on l'a vu en novembre 2024 avec la réélection de Trump, que les jeunes, les Africains-Américains, les Latinos, les classes moyennes, enfin tous ceux dont on pensait qu'ils allaient garantir des victoires systématiques pour le camp démocrate dans les décennies à venir, eh bien, toutes ces parties de la population américaine ont glissé à droite en 2024. Vous nous parliez de nouvelles initiatives pour faire face à ce déclin. De quoi s'agit-il exactement, Laurence ? Eh bien, il y a beaucoup de choses, vraiment dans tous les sens. J'en évoque une première qui porte plus sur la tactique électorale que sur le fond. C'est une initiative qu'a révélée le New York Times il y a quelques jours. Le lancement d'un projet de 20 millions de dollars, en réalité c'est pas beaucoup, par des associations démocrates sous le nom de Code SAM pour Speaking with American Men, SAM. L'idée, c'est de viser les jeunes hommes qui ont soit décroché de la politique, soit voté Trump en novembre dernier. Bon, mais derrière cet acronyme, il y a quoi exactement ? Code SAM va essayer de comprendre le langage et les codes de ces jeunes hommes en les approchant, par exemple, dans les salles de gym, je vous assure que c'est vrai, ou même, et peut-être même surtout, en ligne. Ils envisagent notamment d'acheter de la publicité dans les jeux vidéo en lançant des messages du genre « Do you even vote, bro ?» Est-ce que tu votes, frère ? Oui, les démocrates à l'origine de cette initiative ont bien compris qu'il y avait un réservoir de voix à aller exploiter auprès des jeunes hommes. Comme le dit d'ailleurs l'un d'entre eux, il faut aller chasser là où sont les canards. Bon, il reste à savoir si ça me suffit. Ok pour la tactique électorale, comment est-ce qu'on réfléchit sur le fond ? Mais oui, la question du fond est absolument cruciale, surtout dans le contexte actuel où on assiste à un grand bouillonnement d'idées à droite et surtout à l'extrême droite. Comme on en a souvent parlé dans ce podcast. Ce qui pose la question de la résurrection d'un dynamisme intellectuel et programmatique au centre, à gauche et à l'extrême gauche. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe chez les démocrates ? La réflexion ne se fait pas vraiment au sein des instances du parti. Le Democratic National Committee, DNC, est essentiellement une machine à inscrire et à mobiliser les électeurs. C'est pas là qu'on construit un programme ou une vision. D'ailleurs, le nouveau président du DNC, qui s'appelle Ken Martin et qui a été élu en février dernier, est un apparatchik complet, pas du tout un penseur politique. Ce sont les grands donateurs et les stratèges démocrates, soit à titre individuel ou issus de think tanks, qui s'occupent de mener cette réflexion.
En l'occurrence, depuis 1 mois ou 2, il sillonne le pays pour discuter avec tout le monde. À ce propos, le New York Times est assez cruel parce qu'il explique dans un article récent, j'ouvre les guillemets, qu'ils se réunissent dans des hôtels de luxe pour débattre de la meilleure façon de reconquérir les classes populaires, un peu comme des anthropologues qui iraient observer des habitants de contrées lointaines. En gros, ces élites démocrates seraient toujours hors sol. Mais cette approche, fut-elle hors sol? Est-ce qu'elle crée des idées? Pour ce qu'on en sait pour l'instant, ça discute sur tous les sujets, mais pas au point de produire un consensus entre la gauche radicale et les démocrates centristes. Si on prend les sujets principaux, on voit que ça reste quand même très conflictuel. Par exemple, l'immigration, est-ce qu'il faut adopter une ligne plus dure? Sur la question de la guerre à Gaza, quelle doit être la ligne du Parti démocrate? Sur les sujets sociétaux, en revanche, il y a quand même une évolution. On voit bien que les lignes ont bougé depuis le moment le plus woke, entre guillemets, de la pensée radicale démocrate aux États-Unis. C'était en 2020, au lendemain de l'assassinat de George Floyd. Je vous prends un seul exemple, c'est la question de la participation des femmes trans dans les compétitions athlétiques. Oui, alors on ne le réalise peut-être pas en France, mais c'était une question absolument majeure du débat politique aux États-Unis. Ça n'est pas terminé d'ailleurs, parce qu'il y a en ce moment une polémique sur les compétitions d'athlétisme en Californie. Il y a aujourd'hui plusieurs personnalités démocrates qui questionnent la participation de femmes trans dans des compétitions féminines, femmes trans qui auraient fait toute leur puberté en tant qu'hommes et auraient donc conservé des caractéristiques masculines très marquées. Il faut bien l'expliquer, c'était un marqueur très important du débat gauche-droite républicain-démocrate aux États-Unis, les républicains étant extraordinairement résistants et en très grande opposition à l'inclusion des femmes trans dans des compétitions féminines, les démocrates jusqu'à présent étant sur une position ultra exactement contraire. Ce que vous nous dites, c'est qu'il commence à y avoir de la nuance chez les démocrates sur cette question. Oui, c'est exactement ça. Mais vous n'avez pas parlé pour l'instant, Laurence, du sujet majeur qui fait toutes les élections aux États-Unis. It's the economy stupid. C'est l'économie. Comment progresse la réflexion démocrate sur ce point-là? Oui, vous avez raison, c'est un point absolument central. On l'a vu en 2016, en 2020 et en 2024, les électeurs des classes moyennes en ont assez de l'ultralibéralisme dont ils ne perçoivent que les côtés négatifs pour eux et pour leur ascension sociale totalement interrompue. Et de fait, Trump ainsi que Joe Biden leur ont proposé une certaine version de populisme économique. Un mot sur les Bidenomics, donc la politique économique menée entre 2020 et 2024. Biden était parti pour être vraiment un libéral économique à l'ancienne, mais il a développé un programme qui était très à gauche pour le contexte américain, inspiré par les radicaux de son parti, tels que Bernie Sanders. Il n'a pas été aussi loin que la gauche du Parti démocrate le voulait, mais quand même, c'était un programme beaucoup plus social, beaucoup plus redistributif, beaucoup plus étatiste que ce qu'aurait fait un Obama ou un Clinton avant lui. Or, cette politique plus sociale a échoué, en tout cas du point de vue électoral, pour les démocrates. Et donc la question qui est vraiment essentielle, c'est de savoir ce que les démocrates peuvent proposer désormais en termes économiques. Dans le programme qu'ils vont construire, est-ce qu'ils doivent proposer de revenir à l'interventionnisme de l'État ou au contraire de revenir au libéralisme économique ? Mais il y a peut-être une troisième voie entre cet interventionnisme étatique et l'ultralibéralisme Silicon Valleyien. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres solutions possibles, il faut les inventer. Lundi dernier, le 2 juin, nous avons reçu à l'IFRI Will Marshall, qui est le fondateur du Progressive Policy Institute, qui est un institut de recherche de centre-gauche à Washington. Il met en garde contre la nostalgie des années 50 qui, à ses yeux, est partagée à la fois par Trump et Biden dans leur vision de l'économie américaine. Il dénonce leur conception trop étroite, notamment de la réindustrialisation. On ne va pas renouer avec le travail à la chaîne aux États-Unis, ni rouvrir des usines textiles. Il explique qu'il faut absolument former les jeunes aux métiers du numérique, des nouvelles technologies et, si possible, dans le contexte américain, aux technologies des énergies vertes. Il faut s'adresser à la fois aux classes moyennes et aux plus pauvres, notamment les non-diplômés, ce qui est une complication supplémentaire. Et ici, Will Marshall arrive avec une idée qui me semble très pertinente pour les États-Unis. Ce serait de développer l'apprentissage en parallèle aux études supérieures, dont vous savez qu'elles sont vraiment très coûteuses. Et le corollaire, ce serait d'ouvrir des métiers jusqu'à présent réservés aux diplômés à ces formations alternatives. Ah ben ça, c'est une idée qui nous parle, parce que développer l'apprentissage, c'est ce qu'on a fait en France sous le premier mandat de Macron, non ?
Complètement. Et ça, en l'occurrence, ce serait assez nouveau aux États-Unis. Souvenez-vous, le remboursement de la dette étudiante, qui était la grande marotte de Joe Biden pendant son mandat, laissait de côté les non-diplômés pour lesquels il ne proposait absolument aucune solution concrète. Cette politique de remboursement de la dette étudiante était d'ailleurs considérée comme complètement élitiste par les classes moyennes et les plus pauvres aux États-Unis. Oui, alors une politique d'apprentissage, à ce moment-là, effectivement, permettrait aux non-diplômés de rentrer dans des formations qualifiantes et de monter ainsi l'échelle de la compétence dans les jobs qu'ils ont. Oui, ça m'a semblé être une première idée vraiment intéressante. Mais si on résume l'ensemble, il n'y a quand même pas grand-chose pour l'instant, donc il faut en faire plus dans le débat intellectuel. Alors, dites-moi si je me trompe, Laurence, mais je suis frappé par quand même le parallélisme des destins entre les États-Unis et l'Europe en ce qui concerne les partis centristes traditionnels. Ils me semblent tous les deux être à un moment de leur vie où ils ont énormément de mal à proposer des politiques convaincantes, alors que les illibéraux, eux, gagnent vraiment du terrain. On l'a vu encore en début de semaine en Pologne. Oui, et c'est pourquoi je voudrais proposer une autre méthode. Les démocrates vous écoutent. On a souvent parlé ici du dialogue régulier et productif qui se déroule entre illibéraux américains et européens. On a parlé d'événements tels que la Conservative Political Action Conference, CPAC, ou les conférences nationales conservateurs, NatCon. Il y a des invitations croisées de personnes qui débattent sur l'immigration, alors ils sont vraiment à l'extrême droite, qui critiquent aussi la démocratie et l'état de droit, qui ensuite publient des résumés, des bouquins, des articles. S'ils veulent s'en sortir, les partis de centre-gauche et de centre-droit doivent faire pareil. Il faut faire discuter les penseurs américains et européens ensemble pour élaborer des idées concrètes à proposer dans les programmes aux électeurs lors des prochaines campagnes électorales sur les sujets sociétaux, sur les sujets internationaux et sur l'économie. Oui, il faut, mais comment s'y prendre ? Il pourrait s'inspirer de ce qui se passe déjà entre démocrates américains et travaillistes britanniques. Évidemment, il y a la proximité de la langue, la proximité culturelle. Le continent européen doit raccrocher ses wagons à ce processus. On pourrait imaginer des sessions de réflexion entre journalistes, entre universitaires, économistes, sociologues, juristes, etc., entre jeunes politiques, par exemple, lors des universités d'été des différents partis, sur les très nombreux sujets concrets qui intéressent les électeurs. Il me semble que c'est une feuille de route pour l'IFRI, si je peux me permettre, Laurence. Ah, mais nous ne sommes pas partisans en aucune sorte. Bon, écoutez, je pense quand même que vous pourriez participer au débat de manière constructive, et j'espère d'ailleurs que c'est ce que nous faisons semaine après semaine dans ce podcast, grâce à vous, Laurence, et je vous en remercie. À la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.